Merci beaucoup, Alexandra, c'est à toi. Merci. Je vais essayer de tenir le chrono. Ça, c'est pas gagné par contre. Je suis très bavarde. Déjà, ça s'affiche correctement? Parfait. C'est bon. Alors du coup, on peut y aller. Oui, donc on m'a demandé de faire, alors c'est l'enjeu était pas évident parce qu'il y a des gens qui il y a des noms qui, sont dans l'assistance là, qui ont beaucoup bossé sur la topologie algébrique. J'imagine qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout, donc on va voir si ça peut satisfaire. Donc, déjà la topologie algébrique, juste pour situer un petit peu, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Donc la topologie, d'une manière générale, on en a tous fait un peu. L'idée, c'est de travailler sur la forme d'un espace à déformation continue près, c'est-à-dire quelque part de s'abstraire de la géométrie. Ça date de 1736 solaire, donc c'est pas tout de suite. Et on connaît tous plus ou moins cette figure qui traîne beaucoup sur les réseaux, qui est, je trouve, très illustrative, hein. L'idée, c'est qu'on a un homéomorphisme, c'est-à-dire une déformation continue. Donc, c'est une fonction qui est bijective, qui est continue dans les deux sens. Et on est intéressé, quand on a un objet, à regarder quels sont les objets vers lesquels je peux aller par homéomorphisme. Et on se rend compte, en fait, qu'à partir d'une sphère, eh bien, on peut creuser cette sphère comme le fait un potier pour finir par avoir une tasse. Mais au moment où il y a ici une anse qui apparaît, eh bien, il y a une brisure et je ne peux pas atteindre une tasse avec une anse à partir d'une sphère. Donc, à déformation, à homéomorphisme près, je peux aller de la sphère au mug, mais à partir du moment où un trou apparaît, topologiquement, il y a vraiment quelque chose qui est différent et donc j'ai une classe topologique qui va être séparée. Et puis finalement, ben, on se rend compte que de cette manière-là, à chaque fois qu'un trou apparaît, on rentre dans une classe de surface qui n'est justement pas équivalente à déformation continue près. Et donc on voit que les trous vont jouer un rôle qui est prépondérant pour classifier à homéomorphisme près. Alors, le problème, c'est qu'ensuite, homéomorphisme près, c'est quelque chose qui se laisse pas faire comme ça. Quand j'ai deux objets, est-ce qu'ils sont équivalents à homéomorphisme près, à déformation continue près? Alors j'aime bien l'image du tamis. En fait, on ne sait pas forcément facilement répondre et ce qu'on fait en général, c'est d'avoir différents tamis. Et les tamis, ça permet pas toujours de répondre «oui», mais ça permet de savoir si on doit répondre «non». Donc un tamis qu'on connaît très bien, c'est les composantes connexes. On appelle ça des invariants topologiques, c'est-à-dire que c'est des grandeurs, c'est des mesures, c'est des invariants quand deux surfaces sont homéomorphes, c'est-à-dire quand deux surfaces ou deux objets sont homéomorphes, que je peux passer de l'un à l'autre à déformation continue près, eh bien, le tamis va marcher. C'est-à-dire que je dois pouvoir répondre qu'ils ont les mêmes composantes connexes. Si on a deux objets que je peux déformer l'un en l'autre de manière continue, clairement, ils auront le même nombre de composantes connexes. Et en fait, on va rechercher des tamis, des invariants de plus en plus précis pour pouvoir filtrer. Alors, ces tamis, en fait, vous voyez qu'ils permettent de répondre par la négative. C'est-à-dire que si deux objets sont équivalents, alors leurs composantes connexes seront les mêmes. Mais réciproquement, ce n'est pas parce que deux objets ont les mêmes composantes connexes qui sont équivalents à déformation continue près. Par exemple, un tore qui a un trou et une sphère qui n'en a pas, ils ont bien les mêmes composantes connexes, mais ils ne sont clairement pas, comme je l'ai montré tout à l'heure, équivalents à déformation continue près. Donc les Qu'est-ce tamis permettent de tamiser en fait. Ça me permet à chaque fois d'avoir des cribles, de savoir est-ce que ce filtre-là, je le passe ou pas? Et l'idée, ça va être de définir des tamis plus performants que les simples composantes connexes. Donc, un des tamis, c'est la topologie algébrique qui va fournir, en fait, des tamis vont être fournis par la topologie algébrique. Alors, qu'est-ce que c'est? La question topologique, c'est la classification à déformation continue près, on a compris. On va essayer de basculer dans le monde de l'algèbre pour essayer de définir des tamis et d'avoir des réponses de plus en plus précises. Donc, on va prendre un objet, celui qu'on veut étudier, et on va lui associer un objet algébrique, souvent un groupe. Donc, on va basculer dans le monde de l'algèbre, et la propriété, ce sera que les propriétés de l'objet algébrique, du groupe, vont refléter celles de mon objet d'origine. Et la topologie algébrique, ça sera cet ensemble, c'est-à-dire de basculer de mon objet vers l'algèbre, vers le monde de l'algèbre, donc comment j'associe un groupe en général,
et puis étudier les propriétés de ce groupe qui vont me donner des informations sur la topologie et en général, en fait, ça va être des tamis, c'est-à-dire que si 2 objets sont équivalents à des formations continues près, alors ils auront les mêmes groupes associés. Donc, je vais avoir des tamis plus fins. Qu'est-ce que j'ai pour donner un panorama de la topologie algébrique? Bon, mon panorama, il va vite se recentrer, hein. Un truc dont on entend souvent parler aussi parce que c'est assez intuitif à définir, je pense que vous avez tous entendu parler, du 1er groupe fondamental ou des groupes d'homotopie. C'est une façon, à mon objet, d'associer effectivement un groupe. Donc l'objet ici, c'est un tore et le 1er groupe fondamental consiste à considérer un point et regarder tous les lacets qui partent et qui arrivent à ce point-là. Et je vais regrouper mes lacets à des formations continues près. Donc les classes d'équivalence à des formations continues près, ça va être, des objets. Si je regarde ces objets-là, par composition, ça forme un groupe. C'est ce qu'on appelle le 1er groupe fondamental et ce groupe fondamental et ben, évidemment, c'est un qui est important, qui est intéressant. Étudier le groupe fondamental va me donner une caractérisation intéressante des homéomorphismes. Pourquoi je ne vais pas continuer? Et donc, de l'autre côté, l'homologie, vous avez dû entendre le mot, ça apparaissait dans ma présentation. Pourquoi je vais recentrer sur la partie de droite alors que je ne suis pas capable facilement de faire un dessin qui va avec? La question du calcul. Donc la présentation, c'était topologie algébrique algorithmique. On est des informaticiens, donc en général, on est très intéressé par les aspects algorithmiques calculatoires. Alors, le 1er groupe fondamental, ça se passe mal. D'une manière générale, c'est des groupes qui sont non commutatifs. Et juste pour donner un exemple, hein, si on veut avoir des théorèmes qui me donnent des outils calculatoires, par exemple le théorème de Seyfer-Van Kampen, sans m'attarder dessus, il permet de calculer le 1er groupe fondamental de l'union de 2 espaces à partir de la connaissance des 2 groupes fondamentaux des 2 espaces et de l'intersection. En fait, il va me fournir une présentation du groupe. Donc, par exemple, pour mon tore, ça va me donner un certain nombre de générateurs et puis les relations entre ces générateurs. Donc, à partir, quelque part, de l'homotopie de X1 et de X2, j'obtiens une information effectivement sur X1 plus X2, sur une X1 union X2. Mais ça me donne une présentation de groupe. Et il y a un théorème de Novikov-Boone qui dit que ne serait-ce qu'une présentation de groupe, c'est-à-dire un ensemble de générateurs avec des relations entre eux, savoir si c'est une représentation de groupe du groupe trivial, c'est-à-dire 0 ou pas, c'est non décidable. Donc c'est assez mal parti. C'est-à-dire qu'effectivement, le théorème, là, il me donne des présentations de groupe, mais une présentation de groupe, en fait, j'ai beaucoup de présentations possibles pour un même groupe, et le fait de déterminer le groupe à partir de la présentation, c'est quelque chose qui se passe mal. Donc d'une manière générale, l'homotopie algorithmique, c'est une question qui est très compliquée. C'est un Graal en topologie algébrique, mais ça pose de très gros problèmes. Donc, on va s'intéresser plutôt à l'homologie. Alors, je n'ai pas fait de dessin parce que justement, le problème, c'est qu'elle est un peu plus difficile à saisir. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'elle est en N3. Je vais y revenir. Donc, le plan de mon exposé dans la suite, hein, c'était, donc là, j'ai amené un peu l'intérêt de la topologie algébrique. On va parler un petit peu d'homologie simpliciale, rapidement, pour donner des intuitions et montrer en fait que c'est quelque chose, contrairement à ce qu'on croit, qui n'est pas si compliqué que ça ou si abstrait. C'est quelque chose quand même d'assez concret. Et puis ensuite, je parlerai d'aspects algorithmiques de l'homologie simpliciale et de la persistance homologique. Alors là, ça sera extrait d'un cours qu'on donne avec Aldo González Lorenzo, donc en M2 IMD à Marseille, qui s'appelle topologie algébrique discrète. Donc je le souligne parce que Aldo s'occupe de la persistance et dans les illustrations et les exemples que je prendrai sur la persistance, des choses sont tirées de son cours. Et puis on verra des exemples d'application, si on a le temps. Donc rapidement, l'homologie simpliciale. Alors, je suis intéressée par la topologie, donc les trous. Et donc, j'ai dit que je pars d'un objet, je vais associer un groupe. On va voir comment on fait ça, sachant que mon groupe, en fait, il doit refléter les trous. Donc déjà, pour pouvoir parler d'aspect algorithmique, l'objet, il faut qu'il soit discrétisé. On va partir d'un complexe simplicial. Ici, je dirais quelques mots. Je sais bien qu'on est en géométrie discrète, on est plus intéressé par des voxels ou du cubique, j'en dirai un mot. Je parle de mon complexe simplicial, je suis intéressée par les trous. Alors un trou, qu'est-ce que c'est ? Et là, d'un seul coup, j'ai migré en géométrie discrète. Un trou, on voit qu'il est là, mon trou. Et un trou, du coup, je peux le voir, hein, je peux essayer de le localiser. C'est clairement entouré par une boucle d'arêtes. Donc, j'ai un trou est localisé par un cycle. Et qu'est-ce qui fait la différence entre le cycle de gauche et le cycle de droite ? Le cycle de gauche entoure un trou, le cycle de droite n'entoure pas un trou.
Quelle est la différence? En fait, ce sont les cycles, pardon, qui ne sont le bord de rien. C'est-à-dire, le cycle de droite, je vois qu'il y a des faces dont le cycle bleu est le bord. Et dans ce cas, ce n'est pas un trou parce que justement, mon cycle entoure quelque chose qui est constitué de faces, qui est plein. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est d'arriver à trouver une caractérisation algébrique de ce que sont les cycles qui ne sont le bord de rien. Et donc, on va essayer de définir un outil d'algèbre, de groupe, qui va capturer ça. Si j'arrive à trouver une façon d'exprimer les cycles qui ne sont le bord de rien, j'aurai caractérisé les trous. Donc, on va commencer les barbarismes. Donc, mon complexe simplicial, je vais commencer par lui associer pas un, mais des groupes. Pour chacune des dimensions, je vais lui associer un groupe. Donc, C0, c'est un groupe qui est fabriqué à partir des cellules de dimension 0, donc des sommets. C1, cellule de dimension 1, etc. Et c'est un groupe tout simplement, je vais prendre un ensemble de coefficients qui va être un anneau ou un corps, donc c'est des chiffres, et à partir de mes cellules, je vais fabriquer ce qu'on appelle le groupe libre engendré ou alors l'espace vectoriel. Si mon ensemble de coefficients est un corps, je vais obtenir un espace vectoriel. Si c'est un anneau, je vais obtenir un A module. Donc, pour faire simple, je prends des cellules de la même dimension. Donc ici, j'ai pris des cellules de dimension 1, A, B, C et D. Et je fais des combinaisons formelles entre ces cellules avec des coefficients dans A. Ça me donne un groupe en fait. Donc, ça paraît assez bizarre, mais on fait des combinaisons formelles, un groupe libre, engendré par les cellules de chaque dimension. Donc, le groupe C0, c'est des combinaisons de sommes de sommets, C1 de somme d'arêtes, C2 de somme de faces, etc. Voilà, donc ça, c'est travailler. Donc, je vais fabriquer ce qu'on appelle un complexe de chaînes à partir de ces groupes. Très bien. Donc maintenant, donc souvent dans cette présentation, hein, comme ensemble de coefficients, on prendra z sur 2z parce que c'est beaucoup plus facile de faire les calculs. Alors ensuite, pour pouvoir parler de trous, comme on l'a vu, il faut pouvoir parler de bord. Il faut savoir si les choses sont le bord de quelque chose, pas le bord de quelque chose. Les cycles, en fait, c'est des boucles qui n'ont pas de bord, donc il faut pouvoir construire un opérateur de bord. Alors l'opérateur de bord, je vais le présenter de manière intuitive, hein, c'est assez simple. Quand j'ai une arête, le bord, clairement, c'est la différence entre les deux sommets. Le bord d'une arête, c'est les deux sommets. Pour des questions algébriques, de composition, on va avoir besoin de signes. C'est aussi souvent pour ça que, comme ensemble de coefficients, au lieu de prendre z, on prend très souvent z sur 2z, les calculs sont plus simples. Donc ici, j'illustre quand même avec z, mais très rapidement, on va basculer z sur 2z. Donc, une arête, son bord, c'est les deux sommets. Un triangle, son bord, c'est clairement les trois arêtes, avec des signes qui sont choisis de manière judicieuse. Pourquoi? Qui sont choisis de manière judicieuse, de manière à ce que j'ai pris le bord de cette face. Géométriquement, on voit très bien que c'est les trois arêtes. Ensuite, je calcule le bord de ces trois arêtes. Donc, je calcule le bord de cette somme. On voit bien qu'ici, justement, je suis dans mon groupe, hein, j'ai manipulé une somme d'arêtes, et en calculant le bord de ces trois arêtes et en ayant choisi les signes de manière judicieuse, voilà ce qui se passe. Le bord de mes trois arêtes est nul. C'est bien ce qu'on observe sur le dessin, c'est-à-dire que mes trois arêtes, elles forment un cycle, elles forment une boucle, et je vois bien qu'il n'y a pas de bord, puisque il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, ça tourne. L'algèbre, des signes choisis, vont venir légitimer cette intuition. Et donc, je vois que là-dessus, je vais pouvoir capturer la notion de cycle que je cherchais. Un cycle, eh ben, c'est une somme, c'est un ensemble d'arêtes dont le bord est nul, il n'y a pas de bord. C'est-à-dire, c'est le noyau de mon opérateur de bord. Donc, les cycles, c'est les noyaux, c'est le noyau de mon opérateur de bord. Et je vais souvent pouvoir construire comme ça, au moins quand les coefficients sont simples, des représentations géométriques. La somme de ces trois arêtes, eh ben, c'est ce cycle-là, qui est la somme de mes trois arêtes sur le bord, là. Et un cycle sera capturé par le fait que son bord est nul. Et puis, je vais pouvoir capturer être le bord de quelque chose. Ben, être le bord de quelque chose, c'est que j'ai une face dont je suis le bord. C'est-à-dire que je suis l'image de l'opérateur de bord de dimension 2. Et on voit à cause de ce zéro que les bords sont inclus dans les cycles.
ma somme des 3 arêtes est le bord d'une face. Si je calcule le bord du bord, j'obtiens 0. Donc, l'image de l'opérateur de bord de dimension Q plus 1 est incluse dans l'image de l'opérateur de bord de dimension Q. À partir de ça, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir dire que ce groupe-là est plus grand que celui-ci. Je vais pouvoir construire un quotient. Donc, j'ai tout pour finir la mise en place du monde algébrique. Donc, j'ai mes groupes, les sommes de sommets de dimension 0, dimension 1, blablabla. J'ai défini un opérateur de bord qui, à partir de sommes de cellules de dimension Q, associe des cellules de dimension Q-1. C'est-à-dire que le bord de face, c'est des arêtes, le bord d'arête, c'est des sommets, etc. Avec, avec la propriété que l'opérateur de bord au carré vaut 0. Donc, les bords sont inclus dans les cycles. Et je peux donc construire le QIème groupe d'homologie, qui est le quotient du noyau par l'image. Alors, je sais que les étudiants à Polytech, en général, ils n'aiment pas trop les quotients. Donc, j'ai quotienté les cycles par les bords. Juste une petite illustration. La relation au quotient, si vous vous rappelez bien, c'est la même chose que les entiers modulo n. Être dans le quotient du noyau par le bord, ça veut dire que je prends 2 éléments du noyau, donc 2 cycles, alpha et bêta, c'est des cycles. Quand est-ce qu'ils sont équivalents? Ils sont équivalents quand ils diffèrent au bord de quelque chose près. Donc, si je prends ce cycle-là, alpha, on voit bien que c'est un cycle, hein, ça part et ça finit au même endroit. Donc, je suis bien le bord de quelque chose. À quoi il est équivalent? Ben, je vois que alpha, c'est le bord de la cellule tau. Donc, je peux réécrire que alpha, c'est 0 plus le bord de la cellule tau. Donc, alpha est équivalent à 0. Donc, ce quotient, il fait que quand un cycle est le bord de quelque chose, sa classe d'équivalence, c'est 0. Ben, ouais, ce n'est pas un trou, c'est bien le bord de quelque chose. Si je prends celui-là d'alpha, ce qui va se passer, c'est que alpha n'est pas le bord de quelque chose. Donc, quand je pense à la classe d'équivalence, je ne tombe pas sur 0, parce que là, justement, je n'ai pas cette cellule tau qui permettrait de dire que alpha était équivalent à 0. Par contre, si je regarde ce cycle-là, bêta, qui est un peu plus grand et qui inclut tau, ben, on voit bien, en fait, justement, dans Z sur 2Z, que alpha plus le bord de tau, ça me donne bêta. Donc, bêta, c'est alpha plus le bord de tau. Alpha et bêta sont équivalents. Ce qui veut dire, en fait, que ici, le cycle alpha et bêta, dans cette relation d'équivalence, on va capturer le fait que c'est les mêmes, ils entourent le même trou. Voilà, j'ai fini. J'ai, avec ce quotient, capturé les trous. C'est-à-dire que, globalement, quand je vais avoir un cycle qui entoure un trou, dans sa classe d'équivalence, je vais avoir tous les cycles qui entourent le même trou, et du coup, on va dire que alpha est un générateur de cette classe d'équivalence. Donc, qu'est-ce qu'on a par rapport à ces groupes? C'est des groupes finis. Donc, les groupes d'homologie sont des groupes finiment engendrés. Donc, on montre qu'ils peuvent se décomposer de cette manière-là. Alors ça, c'est quand je suis sur, j'ai choisi comme ensemble de coefficients Z. Ce qui est important, c'est donc du coup, j'ai une partie ici Z à la puissance bêta. Globalement, en fait, on va voir que le groupe d'homologie, eh ben, il a une partie avec bêta Q générateur. Et puis après, j'ai une partie de torsion. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, elle n'apparaît que quand on a des anneaux. Cette partie de torsion, c'est quand on a par exemple une bouteille de Klein, quelque chose qui va apparaître. C'est des cycles qui, élevés à une certaine puissance, me donnent 0. Je ne vais pas m'attarder. Ce qu'on appelle, on appelle bêta Q, des nombres de Betty de dimension Q. C'est quelque chose qui est vraiment important, justement, qui va servir dans les applications de la topologie. Et puis, dans la décomposition, on peut montrer que lambda i divise lambda i plus 1, c'est les coefficients de torsion. Et donc, on a dit que pour chaque bêta Q, je vais avoir des générateurs d'homologie, c'est-à-dire concrètement des cycles qui vont caractériser la classe, pour la partie torsion également. Et ces bêta Q, en fait, ils ont une intuition, il y a vraiment une intuition très très forte derrière, c'est-à-dire qu'ils me capturent les trous dans chacune des dimensions. Alors, en dimension 0, la dimension 0, c'est vraiment la dimension des points. Les trous de dimension 0, c'est les composantes connexes. Donc, bêta 0 va me donner le nombre de composantes connexes. Donc, sur cet objet que je vais suivre un petit peu là, sur ce slide, c'est un tore double, et puis à côté, un tore plein. Un tore double creux et un tore plein à droite. Donc, le nombre de composantes connexes, ici, clairement, c'est 0. Donc, si je calcule le 0e groupe d'homologie, je vais trouver en fait qu'il est de dimension 2.
Bêta 1, c'est le nombre de tunnels. Alors, Aldao, il dit: «C'est le nombre de cordes indépendantes que je peux passer dans mon objet». Donc ici, le nombre de tunnels et ben, mes tores, j'ai un tunnel autour du tore, parce que je peux faire le tour du trou là, ici, de manière indépendante et puis j'ai une cavité, enfin, puisqu'ils sont creux, j'ai un deuxième tunnel ici qui est, le pourtour du trou. Donc au total, ici, je me retrouve avec, β1 égale 5. J'ai 5 tunnels indépendants et enfin, β2, ce sera le nombre de cavités. Donc, bah, clairement, le tore de droite est plein et ici, en fait, j'ai une seule cavité dans laquelle je peux naviguer. Je vais me retrouver avec β2 égale 1. Donc, non seulement les groupes d'homologie, bah, les groupes d'homologie, on voit bien qu'ils capturent des informations importantes et ils me capturent quelque chose de vraiment, très, très tangible. Donc rapidement, l'homologie algorithmique, j'ai pas le temps du tout de m'appesantir dessus, mais pour donner des éléments. Je vous ai amené vers l'homologie en disant que l'argument principal, c'était qu'on était capable de calculer. Donc je vais juste donner une intuition de calcul et par rapport à l'homotopie, montrer que justement quelque chose, est beaucoup plus intéressant. Donc déjà l'homologie algorithmique, quand on dit calculer l'homologie, toute la première partie de la question, c'est qu'est-ce qu'on calcule? Oups, pardon. Donc qu'est-ce qu'on calcule? Bah, c'est une question intéressante. En fait, j'ai différents niveaux de calcul de l'homologie. L'homologie de niveau 0, c'est ce qu'on appelle la caractéristique de leur point carré, hein, c'est la somme alternée des nombres de bêtises, c'est un invariant topologique, mais on voit que ça ne donne quand même qu'une information qui est très, très, compacte. Niveau 1, on calculerait les nombres de bêtises. Niveau 2, je calcule une décomposition en facteurs invariants de mes groupes d'homologie, donc en particulier la partie torsion. Et puis enfin, niveau 3, c'est par rapport à cette décomposition-là, de connaître exactement un générateur pour chacune des classes d'équivalence. Pourquoi je décompose comme ça? Bah, parce qu'en fait, les différents algorithmes disponibles pour calculer l'homologie vont pouvoir me calculer plus ou moins d'informations homologiques, donc une information allant d'un niveau 0 à un niveau 3. Évidemment, calculer les générateurs, ça va être plus cher que calculer l'invariant de leur point carré et le temps sera inversement proportionnel au niveau que j'atteins. Donc les différents algorithmes vont m'offrir, une information topologique de niveau plus ou moins élevé et ça coûtera plus ou moins cher, sachant que le maximum, c'est N3, pour, calculer les cycles. Globalement, il y a 3 branches, hein, une des branches les plus utiles d'un point de vue vraiment algorithmique, les plus utilisées, pardon, c'est la forme normale de Smith, dont je vais dire quelques mots très rapidement. C'est une approche qui est totalement algébrique sur des matrices, de transformation de matrices, mais je citerai quand même la théorie de Morse discrète, qui est vraiment une approche combinatoire, géométrique. Au lieu d'avoir des matrices, je vais travailler avec des graphes sur, mon objet, donc c'est une approche qui va vraiment s'ancrer dans la géométrie. Bon, à Marseille, on est très fan de ça, donc j'en parle. Et puis, l'homologie effective qui est basée sur la réduction, je dirais que c'est presque un chapeau de l'ensemble. Donc il y a vraiment ces 3 branches qui se distinguent. Moi, je vais très rapidement, montrer un peu pourquoi on est capable de calculer l'homologie assez facilement. Donc déjà, la première chose, c'est comme on l'a vu, mais à partir du moment où j'utilise un ensemble de coefficients qui est un corps, les groupes C0, C1, C2 de mon complexe de chaînes sont des espaces vectoriels et les opérateurs de bord, du coup, sont des applications linéaires, matrices. Donc l'opérateur de bord, on peut lui associer une matrice de bord, tout simplement parce que, bah, par exemple, le bord de la face 1, c'est, la somme des 3 arêtes E1, E2, E4 et donc je vais pouvoir définir ma matrice comme je le fais d'habitude avec, bah, ici, la première colonne, c'est l'image de V0 par l'opérateur de bord, l'image de V1, etc. Je définis ma matrice de bord comme je le ferai pour n'importe quelle application linéaire. Je fais juste un passage qui intéresse, je pense, la géométrie discrète. C'était juste pour préciser qu'il n'y a pas que sur les complexes simpliciaux que je suis capable de faire ça. Quand j'ai un complexe cubique, composé de, entre guillemets, de voxels, hein, je suis tout à fait capable de définir mon opérateur de bord et puis ça va marcher exactement de la même manière. Je ne m'appesantis pas dessus, mais juste pour le signaler, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Mais c'est plus facile dans un premier temps de présenter sur les complexes simpliciaux. Donc, quand j'ai ma matrice d'opérateurs de bord, pourquoi est-ce que je suis capable de calculer l'homologie? Alors, il y a un théorème, qui est le théorème de la forme normale de Smith, qui me dit que quand j'ai une matrice M, il y a 2 matrices inversibles U et V, telles que je peux mettre ma matrice M sous cette forme-là. Donc, une forme qui est diagonale en haut, avec des coefficients B1, B2, BL, qui se divisent les uns les autres, et ensuite des zéros.
ailleurs. Ça, c'est la forme normale de Smith. Il y a un algorithme qui est un petit peu cher, hein, mais qui permet d'obtenir cette forme-là. Et quand je suis dans un corps, en fait, les BI, étant donné que tous les éléments d'un corps sont inversibles, les BI, je peux tous les ramener à 1. Donc, si je suis sur un corps, au lieu d'avoir B1, B2, Bn, je vais avoir seulement des 1 ici. Je vais parler d'un corps pour l'instant. Donc, j'applique ça à mon opérateur de bord. Ça veut dire qu'il existe 2 bases, B et C, telles que l'opérateur de bord, sa matrice, peut se mettre sous cette forme. Donc, en bas, c'est les images des vecteurs de la base de départ, et puis écrit dans la base d'arrivée. Le QIème groupe d'homologie, on a dit, c'est le noyau quotienté par l'image. Alors, sur une matrice, je pense qu'on sait tous repérer un noyau et une image. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Donc, on va commencer par le noyau. Le noyau, c'est les vecteurs dont l'image est nulle. Les vecteurs dont l'image est nulle, on est tous capables de le lire, c'est là. Donc, ça veut dire que EK plus 1 jusqu'à EN, c'est une base du noyau. Donc déjà, mon noyau, je connais sa dimension. Si je travaille un peu, je vais pouvoir même en avoir une base. Le noyau, c'est bon. Ensuite, on se pose la question de l'image. Ça, je l'avais supprimé, c'est une erreur. La dimension de l'image, pardon, c'est le rang de ma matrice. Et puis l'image, du coup, clairement, puisque la dimension de l'image, c'est le rang de la matrice, on sait lire l'image ici. Donc, à partir de ça, j'ai ma dimension de l'image qui est donnée par cette partie, la dimension du noyau qui est donnée par celle-là. Alors, il faut faire attention, parce que c'est l'opérateur de bord de dimension Q et l'image des rangs Q plus 1. Mais à partir des matrices réduites, du coup, aucun problème pour lire l'image et le noyau. Donc, la forme normale de Smith me donne les dimensions de l'image et du noyau. Si je suis un peu méticuleuse, il y a des articles... je crois que c'est Jacques Olivier qui a travaillé là-dessus, sur le fait qu'on peut carrément obtenir après des générateurs d'homologie à partir de ça. Donc, c'est une approche. Et on voit là l'archétype, le noyau, de ce qui me permettra de calculer l'homologie. Juste un mot, si j'ai un anneau, c'est juste un tout petit peu plus compliqué, parce que dans ce cas, l'image de l'opérateur de bord, l'image de l'opérateur de bord, c'est f de E1, f de EK. C'est-à-dire, ce n'est pas directement E'1, E', mais c'est B1, E'1 jusqu'à BK, E'. Et ce B là, c'est des chiffres. Ces facteurs-là vont quand même me poser un petit problème, parce que si je suis sur un anneau, les éléments ne sont pas inversibles. Donc 2 fois un vecteur, ce n'est pas le vecteur. Et donc, je vais avoir une notion de bord faible qui va apparaître, qui va juste venir compliquer un peu les choses, et c'est elle qui va créer de la torsion. Donc, je vais m'arrêter là sur la partie homologie algorithmique. Donc, je dirais qu'après, en homologie algorithmique, les travaux portent sur le calcul de l'homologie. Donc, il y a des travaux, comme je vous disais, qui vont donner une information homologique de plus en plus précise, avec des générateurs d'homologie en temps plus ou moins rapide. Globalement, le calcul de l'homologie, c'est du N3. Le calcul incrémental de l'homologie, c'est-à-dire quand j'ai un complexe qui est modifié, on arrive en général à recalculer son homologie en N2. Et donc, du coup, voilà, un petit schéma, je dirais, de résumé des travaux. Deuxième volet, on va passer à l'homologie persistante. Alors, j'y passe parce que vraiment, en termes d'application, c'est quelque chose qui est très, très utilisé. Ça a été introduit de manière conjointe par ces chercheurs. C'est apparu globalement sur 3 continents en même temps. Donc, l'homologie persistante, on part de l'homologie. Si je regarde cette forme-là, donc qui est creuse, encore une fois, en termes d'homologie, j'ai seulement cette information-là. Bêta 0, j'ai une composante connexe. Bêta 1, j'ai 2 générateurs, c'est-à-dire que ça, globalement, c'est homéomorphe au tore. Donc, j'ai un générateur ici qui est le boudin de mon tore, et puis j'ai un autre générateur qui tourne autour du trou de mon tore. Et puis, j'ai une cavité. Donc, en termes d'homologie tout court, je n'ai que cette information-là, et je ne vais pas distinguer cet objet du tore. L'homologie persistante va chercher à introduire une notion, justement, d'échelle dans les objets. Donc ça, c'est mes 2 générateurs de dimension 1, ma cavité. C'est très lié à la théorie de Morse. Donc, pour passer à l'homologie persistante, je vais définir une fonction f sur mon objet. Alors, un peu comme je le ferai en théorie de Morse. Alors ici, je vais tout simplement prendre la fonction de hauteur, un point de mon objet, je vais lui associer un nombre. C'est une fonction qui associe un nombre. Elle doit avoir certaines propriétés. Donc, time function, je ne sais pas comment ça se traduit en français, peu importe, tout le monde l'utilise en anglais. Et en prenant, moi, dans cet exemple-là, comme fonction f, la fonction de hauteur, à un point de mon objet, m,
je vais associer sa hauteur, son élévation le long de l'axe des Z. Et donc, on voit bien qu'à partir de ça, je vais pouvoir déjà définir des sous-ensembles de mon objet, MT. Quand je prends un paramètre T, ça sera l'image réciproque de moins l'infinité. Donc, globalement, c'est tous les points qui sont à une hauteur inférieure à T. L'homologie persistante va s'intéresser à regarder, quand je fais variété, comment évolue la topologie des sous-ensembles. Ce qu'on appelle point critique, c'est les points où quelque chose se passe sur la topologie des sous-ensembles. Donc, à chaque fois que je traverse un des points rouges, la topologie des sous-ensembles MT varie. On va les suivre. Donc, si je prends un temps T qui est inférieur à T0, bah, MT c'est vide, donc tout le monde vaut 0. Au moment où je passe T0, qu'est-ce qui se passe? Bah, MT, d'un seul coup, a une composante connexe. Donc, je vois en fait que un trou de dimension 0, un générateur de dimension 0 apparaît. Là, il y a quelque chose qui change au niveau de la dimension 0. Et d'un seul coup, le nombre de composantes connexes, donc bêta 0, est égal à 1. Donc, j'ai un générateur, V0, un générateur de dimension 0, qui est né au temps T0. Je continue à augmenter le temps. Je passe le temps T1, et là, ce qui se passe, c'est on voit bien qu'au moment où je passe le temps T1, eh bien, ici, il y a un générateur de dimension 1 qui apparaît. C'est-à-dire qu'entre ce que j'avais juste avant et ce que j'ai juste après, là, on voit d'un seul coup que j'ai un tunnel. Donc, au passage de T1, j'ai un tunnel, c'est-à-dire un trou de dimension 1 qui est apparu. Bêta 1 passe à 1, et le générateur de ce tunnel, c'est alpha 0, qui est né du coup au temps 1. Ensuite, quand je passe le temps 2, on peut imaginer ce qui se passe. Ben, on voit bien qu'ici, il y a un morceau qui est en train d'apparaître. Donc, il y a un morceau qui est en train d'apparaître, et ce morceau, comment il affecte la topologie? Il affecte la topologie en faisant que d'un seul coup, maintenant, il y a 2 tunnels. C'est-à-dire que j'ai un tunnel ici de générateur alpha 0 et un tunnel de générateur alpha 1. Globalement, ce tube-là, il a 3 sorties, 1, 2 et 3. Donc j'ai vraiment 2 générateurs indépendants. J'ai un second générateur de dimension 1 qui est apparu au temps T2. Je continue. Là, ce qu'on voit, c'est que quand je passe le temps T3, cette partie-là et cette partie-là ont été rassemblées en un seul. J'ai plus 2 générateurs dimension 1, mais un seul. Donc, il y a fusion, en fait, quelque part de ces 2 générateurs. Et la persistance me dit que je vais considérer que c'est le plus vieux qui survit. C'est-à-dire, c'était le trou qui était le plus âgé, que je vais considérer comme survivant à l'étape suivante, et je vais considérer que le trou alpha 1, qui était le plus jeune, lui, il meurt. Parce qu'en fait, un des 2 trous disparaît. Lequel? On considère toujours que c'est le trou le plus jeune qui disparaît. Donc du coup, le alpha 1 qui était né juste avant, je considère que c'est lui qui meurt. Et ça veut dire que alpha 1, ici, il est né au temps T2, et on voit qu'il a fusionné, donc il a disparu au temps T3. On continue. Au passage de T4, j'ai cette fois une composante connexe qui apparaît, donc c'est de la dimension 0. Au passage de T5, cette fois on peut aller un peu plus vite, hein. Cette fois, j'ai 7 composantes connexes qui fusionnent avec la composante connexe qui était à droite. La plus vieille survit, donc c'est V0 qui survit, ce qui veut dire que V1 meurt au temps T5. Et au passage de T6, j'ai enfin le générateur là, qui fait le tour de mon tore, qui apparaît, alpha 2, donc qui naît au temps T6. Et puis quand je passe cette fois le temps T7, c'est la cavité qui se referme, et donc j'ai un générateur de dimension 2 qui apparaît. Et donc, bah, ici, on voit que certains trous sont nés et morts au cours de ce qu'on appelle cette filtration. On appelle ça une filtration. Des complexes comme ça qui sont inclus les uns dans les autres, c'est une filtration. Certains trous sont nés et morts au cours de ce passage dans le temps. Et puis d'autres, en fait, ont survécu. Et on voit que ceux qui ont survécu, c'est exactement l'homologie de mon objet entier. Je vais leur associer plus l'infini, hein, puisque c'est finalement, ils vont survivre indéfiniment. Donc, je vais considérer que leur temps de mort, c'est plus l'infini. On appelle ça des intervalles de persistance. Et du coup, chacun des éléments topologiques se voit attribuer un intervalle de persistance que je vais représenter par un diagramme de persistance. Donc, ben, je vais noter un infini ici pour pouvoir quand même avoir une représentation des trous qui naissent à un temps infini. Il y a certains trous ici, je vois, qui sont nés et morts à des temps finis. Et puis ici, je vais représenter les trous qui sont nés à un certain temps et morts
à un temps infini, c'est-à-dire qui persiste indéfiniment. La persistance, en fait, la longueur de cet intervalle me donne le délai de persistance de mes artefacts topologiques. Et ce que je vois, c'est que ces deux éléments sont finalement des éléments ici correspondant à ce typique et à celui-là. Donc la durée de l'intervalle la durée de la persistance, la longueur de mon intervalle de persistance me donne une idée de la taille par rapport à cette fonction de mesure de mes éléments. C'est vraiment quelque chose qui va être fondamental, qu'apporte l'homologie persistante. Vous avez vu que l'homologie sur cet objet-là, ça me donnait simplement le nombre de composantes connexes, tunnels, cavités. Là, je vais avoir une notion qui est capturée du type de la taille. Donc, la longueur de l'intervalle de persistance est quelque chose qui est caractéristique. Alors, ce qui est fondamental ensuite sur la persistance, c'est ce qu'on appelle le théorème de stabilité. Donc, je rappelle juste la distance de Hausdorff. Quand j'ai deux ensembles x et y, la distance de Hausdorff, ça va, je pense qu'ici tout le monde la connaît. Je vais introduire juste aussi la distance bottleneck. La distance bottleneck, c'est une distance qui est utilisée justement pour estimer les distances entre deux diagrammes de persistance. Globalement, quand j'ai deux ensembles, je vais considérer toutes les bijections entre eux et je vais essayer de trouver l'appariement qui les rapproche le plus. Donc, je regarde l'appariement entre mes deux diagrammes de persistance pour lequel toutes les distances sont les plus faibles et je vais considérer, dans ce cas, le maximum des distances dans cet appariement-là. Donc, globalement, la distance bottleneck entre le diagramme rose et bleu, ici, c'est les petites barres que j'ai marquées. Donc, la distance de Hausdorff est toujours inférieure à la distance bottleneck. Non, c'est l'inverse. J'ai écrit une bêtise. Passons. Donc, le théorème de stabilité, en fait, c'est quelque chose qui a donné la suite des enjeux de la persistance. C'est qu'en fait, la persistance que je viens de calculer est quelque chose qui est stable. Donc, si j'ai deux fonctions de persistance légèrement différentes, ce qui va se passer, c'est que leurs diagrammes de persistance vont être proches. Donc, par exemple, oubliez ça, dans le diagramme qui est ici, j'ai un objet que je considère et je vais avoir deux fonctions, la rose et la bleue. La bleue, on voit qu'en fait, c'est une fonction qui est bruitée par rapport à ma fonction rose. Elle me donne un diagramme de persistance qui, évidemment, n'est pas le même. Je vais avoir des points critiques qui ne sont pas les mêmes. Mais ce qui se passe, c'est que si la distance entre mes fonctions f et g est bornée en norme infinie, alors cette borne va induire une borne sur la distance entre les diagrammes de persistance. Donc, quand les fonctions bougent un peu, ou quand l'objet bouge un petit peu, je vais avoir une stabilité des diagrammes de persistance qui vont être peu affectés. Ce qui veut dire que la persistance me donne une notion d'échelle, des artefacts topologiques, et que cette notion d'échelle, elle est résistante au bruit. C'est ça qui va être vraiment fondamental dans le fait que l'homologie persistante est aussi appliquée. Du coup, quelques applications, et là justement, en sélectionner, c'est une tâche difficile, parce qu'il y en a vraiment énormément, des applications de l'homologie persistante. Alors là, beaucoup de choses, justement, je cite Aldo, sont tirées du cours d'Aldo qui fait ce cours sur la persistance homologique. Moi, je parle de l'homologie algorithmique, donc c'est moins fun. Donc, premier exemple en traitement d'image. Retrouver des contours à partir d'un nuage de points. Je vous ai mis la citation de l'article avant. Donc, j'ai un nuage de points ici et je voudrais retrouver des contours. À partir de mon nuage de points, je vais calculer l'alpha complexe de ce nuage de points. Donc, l'alpha complexe, on va dire que globalement, c'est à partir de mes points, je vais considérer des boules. Alors, elles ne sont pas centrées sur les points, il y a différents types de complexes, mais reliant les points. Et puis, au fur et à mesure que le rayon des boules augmente, je vais rajouter les arêtes au fur et à mesure qu'elles sont incluses dans ces boules. Donc, au fur et à mesure qu'alpha augmente, je vais considérer les boules passant par mes points et quand elles incluent globalement 2 points, j'insère l'arête. Quand les boules de rayon alpha commencent à contenir des triangles, je vais rajouter les triangles, etc. Donc, je fabrique un complexe simplicial à partir de mes points avec un rayon alpha de boules qui augmente. Donc, quand alpha vaut racine de 2, j'ai ce complexe. Quand alpha vaut 2, j'augmente la taille des boules, donc je vais commencer à rajouter dans mon complexe simplicial des triangles, et puis progressivement, je vais en rajouter de plus en plus. Racine de 5, j'obtiens ça. 2,5, j'obtiens ça. Donc, j'ai justement un ensemble de complexes. Quand alpha augmente, j'ai un ensemble de complexes qui sont, comme on le voit bien,
on peut revérifier une filtration, c'est-à-dire qu'on peut regarder que ces complexes, regardez bien, sont inclus les uns dans les autres. Je ne fais que rajouter des choses, rajouter des arêtes, et puis ensuite rajouter des faces. Donc, quand alpha augmente, j'obtiens une filtration. Filtration, persistance. Puisque j'ai une filtration, je peux calculer la persistance de cette filtration. Donc là, en l'occurrence, c'est la persistance de dimension 1 qui va m'intéresser. C'est vraiment les cycles, les boucles, hein, les boucles d'arêtes qui vont m'intéresser. Et dans mon diagramme de persistance, les cycles naissent et meurent au fur et à mesure qu'alpha augmente. Donc, je vais avoir du coup des points dans mon diagramme de persistance correspondant au fait que des cycles sont nés et morts à certaines dates. Et comme on le disait, la distance à la diagonale me donne la longueur de l'intervalle de persistance, c'est-à-dire, quelque part, vont me dire si les cycles naissent et meurent immédiatement après. Dans ce cas, c'est un artefact topologique qui est apparu et puis qui meurt immédiatement après, ce n'est pas quelque chose de pertinent. Donc en fait, l'idée, ça va être de supprimer tous les points qui sont proches de la diagonale, qui correspondent du coup à des points dont la persistance est très faible. Ça veut dire que c'est des cycles qui étaient vraiment simplement des artefacts au moment où alpha a légèrement augmenté. Les cycles représentatifs sont ceux qui sont justement plus loin de la diagonale. On va dégager tous les trous proches de la diagonale, garder ceux qui sont loin, et ces trous loin de la diagonale vont me donner des cycles qui permettent de reconstruire la forme. Donc on va garder les trous de persistance suffisante. Autre exemple aussi qu'Aldo présente dans son cours, que je trouve très chouette, visualisation scientifique, j'ai un écoulement d'eau salée. Donc j'ai de l'eau de l'eau douce dans laquelle de l'eau salée s'écoule. Et en fait, des doigts se forment. L'idée, c'est d'arriver à pouvoir retrouver ces doigts, donc très rapidement aussi. La première étape, ça va être, donc j'ai une simulation avec des concentrations salines. Et le problème, c'est de vraiment visualiser les concentrations, il y a des concentrations, il y a des chiffres partout dans l'espace, comment je les visualise? Donc, je vais commencer par faire un seuillage, enfin les auteurs font un seuillage sur la concentration qui va permettre vraiment de séparer deux milieux. Sur ce seuillage, je vais du coup avoir un objet qui est l'objet gris, sur lequel je vais travailler. Donc, ils définissent la distance géodésique à la base, et à partir de cette distance géodésique, vont isoler tous les maxima locaux. Donc, c'est tous les points vert clair là. Et sur ces maxima locaux, l'idée, c'est d'arriver à trouver ceux qui sont vraiment pertinents. Et en fait, ils vont utiliser la persistance, cette fois de dimension 0, sur la distance géodésique. En faisant ça, ils vont isoler ici les points bleus qui vont être le bout des doigts. Et puis, à partir du moment où le bout des doigts est isolé, l'avantage de ce travail-là, c'est qu'il n'y a pas de clustering, c'est-à-dire vraiment on calcule la persistance, on supprime les points qui sont proches de la diagonale. Ce n'est pas comme des approches de clustering où on doit présupposer le nombre de classes. Là, on supprime tous les points qui ne sont pas représentatifs, qui sont trop proches de la diagonale. Ceux qui sont loin de la diagonale sont conservés. Il y a le nombre de classes qu'il y a. Et ensuite, à partir des points conservés dans le diagramme de persistance, il y a une segmentation qui est faite en associant chaque point au maximum le plus proche. Donc là, en fait, l'avantage, c'est que j'obtiens une segmentation qui est avec un nombre de classes variables qui va s'adapter à la pertinence des maxima locaux. Je ne peux pas résister à parler de l'analyse de forme parce que ça, c'est maison. Donc la question était celle de mesurer les trous. C'est quelque chose sur laquelle c'est une grosse partie de la thèse d'Aldo. Mesurer les trous, ici mon trou il est gros ou il est petit? Alors on a l'impression que celui de droite est gros, celui de gauche est petit, mais en même temps on voit bien que l'épaisseur n'est pas du tout la même des deux côtés. Donc il a défini en fait une érosion-dilatation de la forme. Donc en partant de mon objet, ça c'est mon objet à temps t0. Si je l'érode, mon objet va se trouver grignoté progressivement. Si je monte jusqu'en haut, je vais finir par obtenir un objet vide. Et puis, de l'autre côté, je vais considérer qu'à temps positif, je dilate mon objet. Donc, à temps négatif, j'érode mon objet. À temps positif, je dilate mon objet. J'obtiens toute une succession, ici, de complexes cubiques. Et si je regarde bien, on voit bien qu'évidemment, si je regarde le film de l'érosion dans le sens inverse, j'ai une filtration. C'est-à-dire que les objets sont bien croissants, sont bien inclus les uns dans les autres, les complexes cubiques sont inclus les uns dans les autres, donc j'ai une filtration. On appelle la filtration SDF, Sign Distance, la distance signée. À partir de ça, on va calculer la persistance. On calcule la persistance de cette filtration. Et je vais m'intéresser seulement aux trous
qui naissent à un temps négatif, c'est-à-dire qui sont nés à une étape de mon érosion et qui meurent à une étape de ma dilatation. Parce qu'en fait, on voit bien que ici, par exemple, il y a une toute petite composante qui est en train de naître et puis elle va grossir, grossir, grossir jusqu'à être identifiée ici, jusqu'à fusionner avec les copines. Et donc les trous vont disparaître par érosion et ils vont se remplir par dilatation. Si on calcule dans le diagramme de persistance tous les trous qui ont une date de naissance négative et une date de mort positive, je me retrouve avec réellement les trous de ma forme. Et il se trouve que ces deux dates de naissance vont me donner précisément la mesure d'épaisseur et de largeur de mes trous, thickness breadth. Euh, L'épaisseur du trou est donnée par la date de naissance négative, c'est-à-dire par le moment où l'érosion va casser mon trou. C'est mon épaisseur. Et la mesure de breadth, c'est la mesure où je comble mon trou par dilatation. Elle est ici indiquée en rouge. Mais comme la persistance en plus me dit quelles cellules correspondaient exactement à la naissance et à la mort de mon trou, eh bien, en plus de ces mesures de mes trous, je vais être capable de les localiser et de leur associer des boules d'épaisseur ampleur. Et donc, la persistance va aussi me donner une information géométrique de localisation du trou, avec la boule la plus grande incluse et la boule la plus petite qui va casser mon trou. Voilà le genre de choses qu'on peut obtenir. Donc ça va me permettre de caractériser les formes d'un trou. Je vous ai mis, si vous voulez regarder, il y a des travaux extrêmement intéressants sur Chomp. On voit que les applications de la topologie, la persistance homologique sont vraiment, un, importantes, deux, extrêmement diverses et variées. Je ne peux pas toutes les citer tellement il y en a. Juste pour mentionner aussi, donc plein d'autres trucs, et ça va s'appliquer en robotique, en analyse de la musique. Il y a Mattia Begoni qui a travaillé là-dessus. Je voulais signaler aussi que vous allez voir le mot topologie apparaître beaucoup en IA. C'est de l'analyse de données de grande dimension. C'est quelque chose qui est différent. On ne travaille pas sur l'homologie persistance, même s'il y a le mot persistance qui peut apparaître. Et cette analyse de données de grande dimension a là aussi énormément d'applications, entre autres en médecine, détection de cancer du sein, de forme de diabète, d'études de réseaux mobiles, etc. Et je voulais juste dire un mot pour montrer que c'est très légèrement différent. On travaille sur de la topologie, mais là, cette fois, ils extraient à partir d'un ensemble de points le nerf du recouvrement associé. Donc, à partir d'un ensemble de points dans un espace de grande dimension, en fait, ils vont extraire un complexe simplicial de petite dimension. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont avoir aussi une approche multi-résolution. Donc, à partir d'un ensemble de points, disons en dimension 50, ils vont extraire un complexe simplicial qui représente ces points d'une certaine manière en dimension 3. Et l'approche multi-résolution a une certaine stabilité. Donc, en fait, l'idée, là, c'est d'utiliser la topologie pour avoir une représentation de dimension faible de données de grande dimension. Donc, c'est quelque chose qui est fait très largement dans l'intelligence artificielle et la réduction multidimensionnelle. Mais la topologie le fait de manière un petit peu différente, et entre autres sur des études qui avaient été menées sur le diabète à partir de 6 paramètres. À partir des 6 paramètres, voilà en basse résolution le type de diagramme qui est extrait, le type de complexe simplicial extrait. Donc, j'ai 6 paramètres, je suis quand même dans un espace de dimension 6, je me retrouve à la fin dans un espace de dimension beaucoup plus faible, qui est représentable par un graphe. Et l'approche multi-résolution, si je travaille à une résolution beaucoup plus faible, beaucoup plus forte, eh bien, on voit que vraiment les deux graphes ont des très très fortes similarités. Il y a une certaine persistance. C'est pour ça que le mot apparaît sans être vraiment de la persistance homologique. Il y a une certaine persistance qui va apparaître, résilience, qui fait que cette représentation, elle est vraiment caractéristique, et il se trouve qu'elle dit la même chose que ce qui avait été produit par des études justement sur ces données de réduction dimensionnelle sur ces données sur le diabète. Voilà, je suis dans les temps. Ouf. Parfait, merci.